Du coup, passons à notre premier joueur, si tu veux bien. Dwayne Wade. Allons sur Dwayne Wade. Donc, Wade, 9 saisons sur la décennie, mine de rien, 9, c'est quand même pas mal. Même si sur la fin, il faisait plutôt acte de présence, on va y arriver. 19 points de moyenne sur la décennie, 31 minutes de jeu de moyenne sur l'ensemble de la décennie également, c'est plutôt pas mal. En termes de minutage total, on est sur 18 000 minutes, 56e de la décennie, mine de rien, 583 matchs. Palmarès, le titre en 2012 et 2013, 7 fois All-Star sur la décennie, même si sur les 7, il y en a un, c'est un jubilé en Oui, c'est vrai. 2019. C'est marrant qu'il est compté comme une vraie sélection d'ailleurs pour lui, pour dire. Oui, oui, effectivement, tu peux faire ce jubilé, mais est-ce que tu peux le compter au même titre qu'un mérite sportif? Je ne sais pas. Bref, 3 fois All-NBA aussi sur cette décennie. Je parle que de cette décennie, évidemment, vous aurez compris. Donc une All-NBA Second Team en 2011 et 2 fois l'NBA Third Team en 2012 et 13. Au niveau des comparaisons de draft, évidemment, il n'y avait pas grand-chose puisque les sites dont on parle généralement sont plus récents que la draft de Dwayne Wade en 2003. Par contre, au niveau des surnoms, je pense que tu vas en connaître quelques-uns. Donc sur Basketball Référence, les fameux surnoms un peu loufoques parfois. Donc on a D-Wade, bon, très classique. Flash, évidemment. Après, on avait Father Prime. Est-ce que tu as déjà entendu Father Prime? Ça, jamais, non. C'est vrai que à part D-Wade et Flash, je me souviens pas avoir entendu autre chose. Ouais, et même Pookie, P-O-O-K-I-E. Encore voilà. moins. Ouais. Merci Basketball Référence. Et wow, carrément. Alors celui-là, je sais pas le Ah degré bah si, de... Way of Wade. Ah, peut-être, ouais, C'était son peut-être. modèle de chaussures. D'accord. Bah, tu vois, heureusement que tu es là pour la street cred et pour les surnoms. À chaque fois, tu nous aides. Donc, son parcours rapidement, avant qu'on discute du joueur ensuite un peu plus dans le détail. Donc, 29 ans au début de notre décennie, puisque ça commence, lui, il est de draft 2003, mais ça commence pile après la réunion du Big Three à Miami. Et donc, 2011, il a plus de 25 points de moyenne, 37 minutes de jeu par match, titulaire, un des tout meilleurs joueurs de NBA, évidemment. En playoff, ça va jusqu'en finale contre Dallas. On connaît l'histoire, on ne la connaît que trop bien. 2012, 22 points par match encore pour Wade. En playoff, ça va jusqu'au titre cette fois-ci. 2013, toujours 21 points de moyenne par match, 5 assists également, on peut le dire. En playoff, le titre également, merci Ray Allen cette année-là. 2014, 19 points par match encore. Toujours un gros temps de jeu évidemment. En playoff, cette fois, c'est la finale perdue contre les Spurs du Beautiful Game. Peut-être que là, on commençait un peu à avoir un mini déclin, et encore, de Dwayne Wade sur 2014. Et puis ensuite, 2015, James est parti. LeBron est retourné à Cleveland. Chris Bosh est censé être le go-to guy, mais il y a un peu ses soucis de santé, on en a déjà parlé. Et donc, il est un peu de facto le nouveau go-to guy. Encore, enfin de nouveau, Dwayne Wade, 21 points de moyenne cette année-là, 5 assists, toujours un gros temps de jeu. Malheureusement, pas de playoff pour Miami en 2015. 2016, 19 points de moyenne encore, 4,6 assists de moyenne également encore, plus de 30 minutes par match. Donc au niveau production brute, on est toujours au rendez-vous. En playoff, il tape les Hornets au premier tour. Et puis il tombe contre les Raptors du grand Kyle Lowry et de DeRozan. Et puis ensuite, la Free Agency. Alors peut-être tu peux m'aider là. Il part à Chicago évidemment parce qu'il y avait un peu des disputes au niveau de la longueur du contrat avec Miami, c'est ça? Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Ouais, je crois, je sais plus exactement dans quelle mesure ça s'était fait. Après, il y avait aussi la volonté de retourner à Chicago, qui est sa ville d'origine. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait eu des discussions contractuelles qui lui avaient pas donné satisfaction. Je me rappelle plus exactement pour quelle raison. Ça devait être genre 3 ans au lieu de 2 ou un truc comme ça. Mais c'était vraiment pas un truc hyper substantiel non plus. En plus, ils avaient failli se retrouver potentiellement à Chicago. Hein. Le Big Three à l'époque, en 2010, c'était une possibilité. En tout cas, une des envies, mais il n'y avait pas eu la possibilité dans le salary cap. Bref, et donc le divorce avec Miami, qui vous allez voir ne va pas durer très longtemps. Et donc il va à Chicago pour cette fameuse année très bizarre, avec une attaque avec Rondo, Dwayne Wade et Jimmy Butler, et donc aucun spacing de la part des extérieurs. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a Robin Lopez dans la peinture, encore moins de spacing. Et donc ce Chicago-là, en 2017, lui, il fait toujours 29 minutes de jeu par match, 18 points. Et en playoff, ils se font taper contre Boston au premier tour. 2018, il est du côté de Cleveland cette fois. Il signe avec Kyrie est parti à Boston, mais lui il vient avec Derrick Rose. Je sais pas si tu te souviens de cette équipe très bizarre là encore qui commence l'année avec du Isaiah Thomas, etc. Et donc à Cleveland en fait il fait 46 matchs sur ce début d'année. Ça marche pas trop, tout le monde est un peu éjecté. Isaiah Thomas est échangé, Jake Crowder est échangé, etc. Rose arrête aussi en cours d'année.
Bref, et lui il retourne à Miami à la trade deadline, il est rééchangé, il fera une vingtaine de matchs à Miami, il fera les playoffs aussi. Miami tombe au premier tour contre les Sixers, les jeunes Sixers de Joel Embiid et Ben Simmons à l'époque. Saric et Robert Covington et toute la clique. Et puis 2019, dernière année, c'est le dernier rodéo, hein, on peut dire, toujours 26 minutes par match et 15 points, donc la production elle est encore là, mais pas de playoff malheureusement pour Dwayne Wade et pour Miami. Et donc c'est vrai que voilà pour son parcours, ensuite il arrête. Pour te lancer un peu, c'est vrai que si on avait fait une décennie 2005-2015, il serait probablement dans le top 5 peut-être du top 100. Ah, c'est largement, oui, je pense. Mais au-delà de ça, même si c'est pas idéal en termes de délimitation chronologique peut-être, on a quand même un début, le début de notre décennie coïncide encore avec où il est encore en plein dans son prime. Bah absolument, c'est justement pour ça que Miami est aussi fort aussi, quoi, parce qu'au moment où le Big Three se forme, effectivement, LeBron James et Dwayne Wade sont 2 des 5 meilleurs joueurs de NBA à ce moment-là, quoi. Et c'est pour ça que l'équipe cartonne à ce point dès le départ, quoi. Et c'est pour ça que l'équipe est aussi forte pendant 4 ans en atteignant 4 fois la finale d'affilée, quoi. Ou vraiment même Wade, même si tu sens que sur les 2 dernières années du Big Three de Miami, et notamment en playoff, il est pas capable d'avoir la production chiffrée qu'il avait avant. Tu vois, je sais plus, je crois que c'est la saison 2011, pendant les playoffs 2011, où à un moment il joue contre Indiana donc Miami, et en fait ils font toute une deuxième mi-temps où c'est vraiment que LeBron James et Dwayne Wade qui font du pick and roll, et en fait ils battent Indiana comme ça, juste en mettant leurs 2 meilleurs joueurs, leurs 2 meilleurs scoreurs, en leur disant allez-y scorez, on va gagner le match, et ça se passe, quoi, parce que à ce moment-là Dwayne Wade est encore fort à ce point. Ouais, alors je crois que c'est 2012 du coup Indiana pour cette série. C'est 2012 alors. Mais non, mais effectivement, moi je trouve que 2011, on est encore sur un joueur qui est top 3 de NBA. On peut en discuter, mais comme tu dis, top 5 à peu près sûr. D'ailleurs, il n'a pas la sélection All-NBA First Team, je crois que c'est Kobe qui l'a. Bon, moi je pense que Dwayne Wade l'aurait peut-être mérité avec en plus l'apport défensif en plus de Kobe, mais bref. C'est vrai que sur le cycle à Miami, on peut encore préciser que on est encore sur un des tout meilleurs joueurs de NBA, pardon. Donc là, comme tu dis, le biais de mémoire récente, il faut pas qu'on l'ait, hein. Il faut qu'on se souvienne de ces années-là. Et pour dire grosso modo les chiffres, on est sur 30% d'usage, donc un volume de stars avec des efficacités par rapport à la moyenne, donc true shooting plus de 107, 106, 107, 109, donc plus 7, plus 6, plus 7%, plus 9% même en 2014 sur des volumes de stars. C'est assez incroyable. Et puis on rajoute le passing, et puis on rajoute la défense. En gros, on est encore sur un créateur, un initiateur d'élite, en fait, encore sur cette période. Complètement, et c'est ça qui rendait Miami aussi fort, quoi. C'est le fait d'avoir cette ambivalence entre Wade et LeBron. Pas tant que ça pour leur complémentarité, même si ça a été un facteur de leur réussite, mais surtout parce que t'avais toujours soit l'un soit l'autre, quoi. Et à ce moment-là, effectivement, quand t'as quasiment les 2 meilleurs ailiers initiateurs qui existent en NBA, et que t'en as toujours l'un ou l'autre, forcément c'est quelque chose qui est indéfendable pour l'équipe qui est en face, quoi. Parce que Wade, même à ce moment-là, même avant que LeBron arrive et que Chris Bosh arrive, et que t'avais une équipe de Miami qui était faite de briques et de broc, il était déjà tellement fort à ce moment-là que Miami était une équipe que personne voulait prendre en playoff, alors que pourtant à côté de lui il y avait quasiment rien, quoi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça a fait autant de bruit médiatiquement, Absolument. la réunion du Big Three, quoi. Aujourd'hui, peut-être on n'a pas, je sais pas si on s'en souvient mal, ou la NBA a aussi beaucoup évolué, mais c'était pas commun ce genre de réunion à l'époque. En tout cas, moi je l'avais vécu comme ça, mais c'est vrai que donc sur cette période Miami, créateur, initiateur d'attaque d'élite, je pense. Comme tu dis, il n'y a jamais eu non plus une énorme synergie entre les deux, LeBron James, Dwayne Wade. C'était un peu dû à toi, à moi, mais on voyait qu'au fur et à mesure des années, bon, il y avait des petits trucs par-ci par-là qui s'amélioraient un petit peu au niveau de la cohabitation, être forcé de jouer un peu plus softball ou ce genre de choses. Le problème de Wade, c'est qu'il n'y a jamais vraiment eu de 3 points, malheureusement. Même si on peut quand même mettre ça. Finalement, c'était beaucoup moins problématique sur la première moitié de la décennie que ça n'a pu l'être ensuite, dans une NBA qui était un peu moins aérée, on va dire. Ouais, et puis ça n'a jamais été un problème pour lui non plus, parce que c'était un joueur qui de toute façon jouait avec la balle entre les mains, et que Miami, historiquement dans cette équipe autour de lui, il y a toujours eu beaucoup de shooters, tu vois. Que ça soit à l'époque où il y avait Jason Capono encore avant le Big Three, mais pour se focaliser plutôt sur cette décennie, ou avant que Ray Allen arrive, t'avais déjà Mario Chalmers en meneur, qui était un joueur qui tenait peu la balle, mais était souvent plus un shooter dans ce rôle-là, quoi. Après, t'as eu les arrivées de Shane Battier, de Rashard Lewis, même de Chris Bosh plus simplement, quoi. Mais vraiment une équipe qui s'est complétée avec beaucoup de shooters, et l'absence de shoot de Wade n'a jamais été un problème dans sa carrière, avant effectivement cette arrivée à Chicago dans une équipe vraiment très bancale.
Et du coup, ça c'est un peu pour la période, on va dire Miami, on peut dire qu'il y a encore 4 saisons dans le top 10-15 de NBA peut-être, à ce niveau-là en termes de hiérarchie. Ensuite, toi, je voulais te poser la question, comment est-ce que tu juges un peu sa place dans la hiérarchie NBA et c'est la qualité de ces saisons après 2014 et après le départ après cette ère du Big Three? Pour le coup, c'est une question intéressante parce que c'est un Wade qu'au final, qu'on a trouvé très anecdotique dans le sens où le joueur avait été tellement fort pendant tellement longtemps que le voir à ce niveau-là, tu te dis, ouais, ben ok, il est fini, mais en fait, quand tu regardes finalement d'un niveau chiffré le calibre de ses saisons, je veux dire même sa toute dernière saison, 2019, où il a 37 ans, il est 6e homme, il tourne encore à 15-4 et 4, quoi. C'est ce qui est quand même assez impressionnant pour un mec de son âge et même pour un 6e homme quel qu'il soit, quoi. Donc même sur les années qui ont suivi, au final, après, vraiment, à part l'année à Chicago qui est vraiment totalement ratée et l'année à Cleveland qui pour le coup n'est même pas anecdotique mais plutôt à oublier, ouais. Je trouve que dans l'ensemble, t'as des saisons qui sont de niveau All-Star en fait, quoi. C'est effectivement pas niveau All-NBA comme il l'a été la grande majorité de sa carrière, mais t'as des saisons qui sont franchement de niveau All-Star, qui pourraient être la meilleure saison de joueurs très solides qu'on a plutôt bien placé dans le classement. Toi, t'irais encore jusqu'à dire All-Star carrément jusqu'en 2016, 17, 18, quoi, grosso modo? Ouais, voilà, dans ces eaux-là, en tout cas, l'année pré-Chicago, tu vois, en tout cas les années 2015 et 2016, où du coup LeBron est parti de Miami, et au final où Bosh, il y a cette histoire de caillot sanguin qui fait que finalement l'équipe ne peut pas le faire jouer, il se retrouve avec une équipe qui était pas du tout celle qui était prévue. T'as un joueur qui est vraiment à un niveau All-Star, quoi. Avec toujours cette capacité à provoquer des fautes qui vraiment va l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. C'est vrai que c'est étonnant quand j'ai un peu refait son parcours, on voit que, comme tu dis, elle a la production brute jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, la dernière saison, on a des souvenirs, il était là, il faisait acte de présence ou quoi, et en fait, non, comme tu dis, il a encore à 15 points de moyenne. Après, c'est vraiment l'efficacité qui pêche par rapport à ses meilleures saisons. Ouais, et même, on voit que, alors je me souviens plus exactement, mais je crois qu'au niveau blessure, ça commençait un peu à vieillir autour de 2014, et il y a clairement un écart post-2014 en termes d'efficacité. C'est aussi quelqu'un qui se reposait énormément sur l'explosivité, les qualités athlétiques et tout, donc en vieillissant avec un déclin physique, etc., ça peut jouer, mais c'est vrai que tu vois, on passe de quelqu'un qui est largement au-dessus de la moyenne sur des volumes énormes, ce qui est incroyablement impressionnant, des plus 7, plus 6, plus 9% sur des gros volumes, hein, tout d'un coup. 2015, il est à peine à la moyenne, 2016, moins 4%, et puis ensuite 2017 à Chicago, moins 8% carrément, moins 8%. Et là, je parle encore, il est encore sur des volumes de 34, 31, 31%, voilà, des gros volumes de stars, quoi. Donc il y a une perte d'efficacité qui est assez impressionnante, qui ne peut pas être compensée par son shoot et qui s'explique aussi par son déclin physique athlétique, je pense. Et on a eu on a 15 et 16, on a eu un Wade de facto franchise player, mais il y a peut-être aussi une raison pour laquelle Pat Riley voulait mettre le gros contrat sur Chris Bosh, c'était que ça commençait peut-être sur la fin de la période d'élite, peut-être. Je pense que c'était même un déclin qui s'est amorcé sur les dernières campagnes de playoff de Miami. Ouais. Pour le coup, sur les 2 premières, il joue vraiment à son meilleur niveau et à un niveau à peu près similaire à celui de LeBron. Et sur les saisons 2013 ou 2014 ou 2013, ils sont champions quand même, et 2014, par contre, ils perdent en finale, où t'as un Wade qui, par contre, au scoring et en termes d'influence dans le jeu, est quand même en très net recul par rapport à ses 2 premières saisons avec LeBron à ses côtés. Ouais. Et c'est pour ça, justement, que je trouve assez impressionnante les saisons d'après, parce qu'il y a eu un vrai rebond de sa part avec un retour dans un rôle de go-to-guy qui, en fait, au vu des campagnes de playoff précédentes, on n'était plus si sûr que ça qu'il avait encore le niveau physique pour l'endosser. Et après, sur la question de sa défense, parce que c'est aussi un aspect important de son jeu, comment est-ce qu'on peut parler et définir un peu sa défense sur cette décennie, Lucas ? Sur la première partie, en tout cas, ça va être très intéressant parce que tu avais parlé justement d'une complémentarité LeBron-Wade qui, au final, d'une synergie qui n'a jamais vraiment été là, en tout cas offensivement. Mais par contre, défensivement, c'était vraiment, les deux, c'était un moteur à perte de balle et à contre-attaque. Ouais. Parce que Wade a toujours été un joueur qui défendait très bien les lignes de passe, qui était toujours très présent pour mettre la pression de par son explosivité. Je veux dire, c'est par exemple, je crois que c'est un des meilleurs contreurs parmi les arrières en termes de totaux et de moyenne de contre au niveau de l'histoire. Et globalement, c'est un joueur qui défensivement a toujours mis une pression et a généré de l'attaque par sa défense, quoi. Et sur la première partie de décennie, Miami, c'était vraiment ça qui était impressionnant, quoi. C'était cette capacité à générer de la perte de balle et générer de la transition derrière les pertes de balles. Et Wade en a été un facteur immense, hein, tu vois. Au final,
la plupart de ses matchs en playoff ne se jouent que sur la première moitié de décennie, mais il est dans le top 10 aux interceptions en playoff sur toute la décennie, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, je suis totalement d'accord dans le sens où, comme tu dis, offensivement, on n'a jamais eu une complémentarité de fou, mais sans doute que le côté défensif est un peu sous-estimé de cette association. Alors, des trois, évidemment, avec Chris Bosh, mais notamment des deux extérieurs, on va dire, puisque on en a déjà parlé, mais le Heat faisait beaucoup de couvertures un peu agressives. Je crois que c'est Antoine qui en parlait quand on discutait de Chris Bosh, des couvertures agressives avec Chris Bosh au niveau du pick and roll et qui derrière devaient être un peu compensées par des rotations. Or, il se trouve que ça pouvait être le cas parce que tu avais Wade et LeBron en fait en second rideau qui étaient capables d'assumer ça, ce que n'était pas capable de faire autant de n'importe quel arrière défensif ou n'importe quel ailier défensif, enfin ou ailier tout court, pardon. Et du coup, oui, c'était une part importante de ça. Tu parlais de ses contres, notamment, enfin le playmaking de manière générale, les interceptions, d'accord, mais même au niveau des contres, ça allait juste au-delà de simplement faire le contre sur un jump shot, quoi. On avait de la vraie protection de panier, des rotations au panier de la part de Wade qui était très impressionnante et limite comme un vrai intérieur qui vient depuis le côté faible en fait, hein, qui vient faire de la vraie protection de panier. Donc c'était assez important parce que c'était là-dessus que se reposait aussi beaucoup de schémas défensifs du hit de cette période, quoi. Ah oui, c'est quelque chose que par exemple Ben Taylor a mis en avant dans sa vidéo où il parlait de LeBron James au Heat, justement, qui avait eu le meilleur prime, etc. Ouais. Et en fait, la grosse partie de sa vidéo sur LeBron James était consacrée à la défense. Et c'est vrai que l'identité de cette équipe de Miami, je veux dire, l'équipe a mis très longtemps à se trouver en attaque. Au début, ils se sont juste dit, bah, on a peut-être les deux meilleurs scoreurs du game en ISO, donc on va faire des ISO, et ils en faisaient beaucoup. Mais par contre, défensivement, cette synergie, elle a été présente tout de suite parce que tu avais peut-être les deux meilleurs extérieurs en défense d'aide, peut-être pas les deux meilleurs, mais 2 des 5 meilleurs extérieurs en défense d'aide que tu pouvais trouver en NBA à ce moment-là. Après, la petite nuance qu'on pourrait mettre, peut-être, c'est le côté, il a toujours eu un côté très, comment dire, très gamble, très prendre des paris, on va dire, en défense, mais ce qui peut être un peu la nature de ce genre de playmaker défensif, hein, ça s'entend. Mais c'est vrai que parfois, il y avait un peu des irrégularités, peut-être chez Wade. Alors, sur la période Big Three, bon, c'était acceptable largement. Après, je pense qu'il y a un peu une baisse de niveau défensif après 2014, du coup, où ça devient un peu plus moyen, alors que le début de décennie, on est sur du très bon, on va dire. Ouais, bah disons qu'après, t'as une équipe qui de toute façon ne peut plus défendre de la même manière avec l'effectif Oui. qu'elle a, où pour le coup, Chris Bosh, de par ses soucis de santé, est remplacé numériquement par Hassan Whiteside, qui fait une première saison, enfin sa saison vraiment où il explose, qui est assez sensationnelle en termes de chiffres au contre, etc. Mais c'est pas du tout le même style défensif, là, Oui. c'est plutôt un pivot assez lourd, qui va camper dans la raquette avec des schémas, on va dire, pas immobiles, mais en tout cas beaucoup moins dynamiques en défense. Ouais, et puis après, bon, faut rappeler aussi qu'il a quoi, j'ai dit tout à l'heure, 29 ans en 2011, enfin, saison 2010-2011. Voilà, on arrive post l'ère Big Three, on est déjà à 34-35 ans, on va dire. Donc c'est un peu normal qu'il y ait ce déclin de physique et aussi de niveau défensif aussi, peut-être. Mais bref, donc le minutage de playoff, pardon, 4000 minutes, c'est le 9e de la décennie. Donc c'est plutôt pas mal pour Dwayne Wade. 9e total de la décennie, 111 matchs de playoff également. Et donc après tout ça, comment est-ce qu'on le classe? Où est-ce qu'on le met dans le classement, Lucas? Bah, je pense qu'on peut le mettre très haut, hein, au final, parce que effectivement, sur la première partie de décennie, c'est clairement un des joueurs majeurs, en tout cas un des principaux animateurs de cette première partie de décennie. Pour moi, c'est un joueur que je placerais vraiment très haut. Je vois que dire qu'il est à peu près aux alentours de la 20e place. Je pense que Wade, on peut peut-être même le mettre un peu plus haut que ça, je dirais au-dessus de Tony Parker, tu vois, ça me semblerait pas délirant. Alors, Parker qui actuellement est autour de 17-18, il me semble. Ouais, alors moi j'étais allé taper encore plus haut que ça. J'étais zone Kyle Lowry, bon, j'étais zone Giannis Antetokounmpo carrément. Je sais pas ce que t'en penses, mais Je pense que c'est pas usurpé, hein, dans le sens où c'est vrai que contrairement à d'autres joueurs qu'on a cités qui étaient plus anciens, par exemple on a parlé de Kobe précédemment, on avait parlé de Carmelo dans une émission précédente. Là on l'a rappelé quand même à cette occasion, Wade, au-delà de ces 4 années avec le Big Three pour démarrer la décennie, il y a quand même des années de très bon niveau derrière, quoi, ce qui est différent des autres joueurs, et je comprends qu'on le place plus haut que ce que j'ai dit. C'est surtout qu'en termes de... Enfin, on en arrive à compter les saisons, hein, c'est un peu nul, mais c'est un peu ça le critère de valeur cumulée. Finalement, Antetokounmpo, il a 4 saisons de top niveau, et pas grand-chose avant 2017. Bon, c'est sympa, mais c'est quand même très très incomplet. 4 saisons All-NBA, on va dire, avec un rôle très complet attaque-défense. Ouais, il a peut-être pas autant le côté défense, parce qu'en plus, c'est pas un intérieur,
Mais il y a plus que 4 saisons. Il y a 4 saisons de base très très fortes à Miami, et il y a des trucs après. Donc je me dis, en fait, finalement, ouais, il peut. Enfin, je sais pas, tu vois, je me dis, est-ce qu'il pourrait pas gratter au-dessus de Kyle Lowry, ou voire même Kyrie Irving? Je sais pas ce que t'en penses, avec Irving qui a jamais été à ce niveau-là, quoi. Je pense aussi, après, je pense que Irving est un peu haut dans le classement, ça c'est ma sensation. Ouais. Mais effectivement, le mettre à l'échelle Jimmy Butler me semblerait pas délirant, parce que de la même manière, Jimmy Butler, bah, à part le passage où il arrive aux Wolves, où vraiment il décolle en tant que franchise player, ces années à Chicago, c'est un bon joueur, mais pas plus, quoi. Alors que Wade, sur la première partie de décennie, c'est pas juste un bon joueur, c'est un des tout meilleurs joueurs. Ouais. Donc ouais, effectivement, moi ça me semblerait pas absurde de le mettre aussi haut que ça. Ouais. La fourchette haute pour aller au-dessus de Irving. Comment faire? Qu'est-ce que t'en penses? On fait quoi? On met à côté de Giannis, ou on le met à côté de Butler, du coup? On peut le mettre à côté de Butler, ouais, ça me semble pas absurde. Allez, faisons ça, soyons un peu fous. Est-ce qu'on surestime pas la longévité? Non, franchement, ça me va, parce que vraiment, après, c'est au niveau de la pondération à quel point est-ce qu'on donne de la valeur à une top saison par rapport à une saison juste excellente, quoi. Et c'est vrai que lui, au début de décennie, il était vraiment top 3, top 5 de NBA. Ouais, ça s'entend. Bah c'est ça, ouais, on peut le considérer vraiment comme un des 2 joueurs majeurs d'une des meilleures équipes de la décennie, quoi. Où tu vois, pour le coup, Draymond, qui est actuellement à la 11e place, est un joueur majeur d'une équipe dominante de l'autre partie de la décennie. Mais Green, pour moi, était pas, en tout cas en termes de niveau individuel, ce que Wade pouvait être au début des années 2010. Quoi. Ouais. Donc ouais, ça me paraît pas absurde de mettre Wade au-dessus de ça. Ouais, parce que tu vois, 2013-14, bon, je pense qu'il est plutôt vers la fin du top 10, top 15 que vers le début. Mais au début, il était au début du top 10, ou pas loin. Et voilà, même si à la fin, il est vers la fin du top 15, je me mélange, mais bref, c'est quand même top 15, quoi. Mais ok, faisons ça. Plaçons-le là, donc ça serait autour de la 8e place, derrière Jimmy Butler, ou pas loin. Et du coup, petit quiz pour terminer, tu connais un peu la tradition. Alors, comme j'étais fort, je t'ai fait 2 quiz en un, tu vas voir. C'est 2 actions iconiques, mais comme un peu faciles, donc je me suis dit, Lucas, il peut en faire 2 des faciles. Le premier, c'est un kick est sur le terrain. Nous sommes le 27 février 2019. Tu te souviens sans doute de ce buzzer beater contre les Warriors, sur une jambe, totalement en déséquilibre. Est-ce que tu es capable de est-ce que tu te souviens de ce buzzer beater? Bah, c'est quasiment une des dernières actions de sa carrière, ouais, donc quand même très marquant. Quoi. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce buzzer beater? Côté Warriors, doit y avoir Curry, ouais. À moins que ça soit vraiment fin de saison. Non, c'est Curry, ça. Ok, Curry, Draymond. Draymond, non. Pas Draymond. Bon, on va essayer Miami, du coup. Miami. Je me rappelle à peine qui était là à cette époque. Doit y avoir Dragic encore. Il n'est pas sur le terrain, en tout cas. Dion Waiters. Oui, Waiters est sur le terrain, oui. Tout à fait. C'est lui qui lance la patate chaude à Dwayne Wade. Whiteside est toujours là? Peut-être, mais pas sur le terrain, non. Ouais, si c'est une position d'attaque, il y a peu de chances qu'il soit là. Tu vois Whiteside, imagine celui qui est sur le terrain pour Miami, c'est l'exact opposé. Adebayo, du coup. Non, l'exact opposé. Ça, c'est Adebayo, c'est encore défensif, mais l'exact opposé à l'intérieur. Olynyk. Exactement, Kelly Olynyk. Olynyk, c'est cette équipe-là. Du coup, il y a peut-être Winslow aussi. Exactement, Justice Winslow est sur le terrain. Il t'en manque qu'un. Faut juste que je me remette l'équipe en tête. Mais... Il t'en manque plus qu'un. C'était un arrière défensif. Sur lequel il y avait un peu d'espoir. Ensuite, il est parti à Philly, ça s'est pas très bien passé. Dallas, Boston et là San Antonio. Non, celui-là, je l'ai pas, je pense pas. Non, c'était Josh Richardson. Ah oui, exact, oui, tout à fait. C'est vrai, j'avais du mal à me la remettre, cette équipe de Miami. C'est le Miami pré-Butler, en gros. Exactement, juste avant l'arrivée de Butler, en février 2019. Et côté Warriors, non, c'est la grosse équipe normale. Hein. Il y a juste pas Draymond, mais il y a que tous les autres cadres, en fait. Hein. Du coup, il y a Durant encore. Ouais. Donc j'ai dit Curry, Durant, j'ai dit Clay Thompson, ouais. Iguodala. Tout à fait. Et... Non, il n'y a plus Livingston déjà. Non, il n'y avait pas Draymond, mais il y avait le nouveau Draymond. Flûte, comment il s'appelle lui? Celui qui allait à Utah après, non? Eric Pascal? Non. Ah, l'autre. La cloche. Oui, Jordan Bell. Jordan Bell, effectivement. Donc voilà pour ce buzzer beater. Un deuxième quiz rapidement, ça te dit ou pas, pour une autre action très marquante de Miami? Je sais que tu es très fort en quiz. C'est aussi un kick est sur le terrain, donc pas beaucoup de joueurs à citer, tu vas voir. On est le 6 décembre 2010. La photo iconique de Dwayne Wade et LeBron James à Milwaukee. Est-ce que tu t'en souviens de ce dunk et de cette photo
avec Dwayne Wade qui a les bras écartés et LeBron derrière qui fait un dunk. Ouais. Qui d'ailleurs n'est pas un alley-oop, hein. Vous pourrez aller regarder Absolument. l'action. Ce n'est pas un alley-oop, c'est une passe à terre de Wade. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action assez iconique de la décennie? Alors, si on reprend le Miami de ce moment, doit avoir Chris Bosh. Ouais. Mario Chalmers. C'est pas Chalmers, c'était le titulaire de début de saison. De début de saison? Donc Début c'était pas de Norris saison. Cole non plus, ça devait être Carlos Arroyo. Exactement, Carlos Arroyo est sur le terrain. Bon, je te compte LeBron et Wade du coup. C'est gentil. Et il te manque le pivot, le copain de LeBron. Ilgauskas. Exactement, Ilgauskas. Et de l'autre côté, pour t'amuser un peu plus, Milwaukee du coup. Il doit y avoir Jennings. Ouais. Doit y avoir... Non, il n'y a plus John Salmons à ce moment-là, je pense pas. Si, il y a John Salmons. Il y a John Salmons, du coup, il doit y avoir Ilyasova. Pas sur le terrain en tout cas. Delfino? Non, pas sur le terrain. Bogut? Bogut est là, effectivement. Il y a Bogut et il y a un autre intérieur défensif très très fort. Larry Sanders? Oui, Larry Sanders est sur le terrain. Et il te manque aussi un ailier défensif, très défensif, de Milwaukee. 2011. Qui apparaît dans tous les quiz. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas eu. Parce qu'à ce moment-là, qui Milwaukee doit avoir Keith Bogans, peut-être? Non, c'est le mentor de Joel Embiid. Luc Mahabouté. Exactement, Luc Mahabouté. Bien sûr. Qu'on a dans tous les quiz. Et là, ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. Mais voilà, effectivement, pour ces deux actions un peu iconiques à la fois de la carrière de Wade et ce fameux... Alors, c'est pas un alley-oop, hein, tout le monde en parle comme un alley-oop, mais qui est cette photo assez marquante du tout début de règne du Big Three.